Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une femme qui, longtemps, a accompagné les autres avant d'oser se choisir. Elle n'est pas née dans un monde d'art, elle ne l'a pas hérité, elle l'a cherché, lentement, à tâtons, à travers les mots, les images, les silences. Elle a grandi dans le Nord, dans une famille aimante, dans une maison simple où l'on rêvait grand. Petite, elle voulait être archéologue, diplomate, avocate, journaliste. Tout ce qui permet de comprendre le monde, de le raconter, de le réparer même peut-être. Et puis un jour, elle a écrit un premier texte, un roman, une fiction pleine de vérité, une histoire de femme, de transmission, de secrets. Elle l'a porté longtemps, sans toujours s'y autoriser, jusqu'à cette rencontre, celle qui change tout. Une première lectrice, une agente, une maison d'édition, et soudain, les mots trouvent leur place. Et l'autrice, la sienne. Aujourd'hui, son livre est publié, il est lu, il résonne, il vient d'être réédité. Celle que je reçois continue d'écrire des livres, des chansons, des futurs possibles. Laetitia, merci d'être avec nous. Merci Soledad, j'aime beaucoup cette entrée en matière. On va revenir sur ton incroyable histoire. Es-tu prête ? Je suis là. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi aujourd'hui, en cette année 2025 ? Alors l'année 2025, c'est une grande année pour moi et c'est effectivement l'année où je suis devenue celle dont je n'osais même pas rêver. Effectivement, j'ai publié mon premier livre, un premier roman, et je savoure chaque moment qui entoure la parution de ce livre. Tu n'es pas issue d'une famille artistique, pourtant tu as embrassé une carrière créative. Comment cette envie d'écrire est-elle née en toi ? Déjà petite, tu l'imaginais ? Quel genre d'enfance as-tu ? Est-ce que tu rêvais ? Est-ce que tu aimais les poèmes ? Est-ce que tu aimais la poésie ? Est-ce que tu écrivais ? Alors, je lisais, j'aimais les poèmes, j'aimais la poésie, mais écrire ou faire de l'écriture mon métier n'était pas pour moi dans le champ des possibles. Que faisaient tes parents ? Est-ce que tes parents étaient littéraires ? Dans quoi ils travaillaient ? Pas spécialement. Mon père était prof de maths pour adultes et ma mère a un parcours assez exceptionnel, je dois dire, parce qu'elle vient d'un milieu très modeste. Elle n'avait pas fait d'études, elle n'avait même pas son bac et elle a repris sur le tard des études pour devenir finalement docteur en sociologie. Donc effectivement, j'ai eu un modèle de femme battante. Où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi près de Lille, dans le nord de la France, dans une petite ville qui s'appelle Villeneuve-d'Ascq. Alors, contrairement à mes amis et aux gens qui m'entouraient, j'ai su assez vite que j'allais quitter Lille. C'est-à-dire que, non pas, c'est une région que j'aime beaucoup et j'ai toujours grand plaisir à y retourner, mais mon terrain de jeu, c'était le monde déjà quand j'étais petite. Je savais que ce serait le monde. Tu rêvais d'être archéologue, puis avocat, diplomate ou journaliste. Mais comment tu connaissais ces métiers ? Tu avais des modèles ? Où est-ce que tu as découvert ces métiers ? C'est une bonne question. Parce que quand on est enfant... Je pense que j'étais un peu différente, peut-être. Alors, on se sent tous un peu différents. Hein. Pas spécialement. Différente comment ? C'est une question difficile. J'avais des espèces d'évidence. Je savais que j'allais aller faire mes études à l'étranger.
Je savais que j'allais travailler, que mon métier allait être une passion ou allait être passionnant. Je m'imaginais pas du tout dans un train-train. J'avais envie de... Alors, je me suis cherchée pendant très longtemps. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, mais je voulais un champ des possibles très large. Et je pense d'ailleurs que j'aurais pu faire plein de métiers différents. Et j'aurais pris beaucoup de plaisir à faire plein de choses. Et je vais encore peut-être faire plein de choses. Tu as donc grandi dans le nord de la France, dans une famille aimante. J'aimerais comprendre d'où se vient cet imaginaire. Est-ce que tu le sais? Tu rêvais, tu as fait des études qui t'ont amené sur les bancs de la fac. On parlera aussi de ces études, mais ce monde imaginaire, est-ce que tu avais des frères et sœurs? J'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi. Alors, étonnamment, je dirais que je ne sais pas si j'avais un monde imaginaire particulièrement développé. Je pense que j'ai une sensibilité particulièrement développée. J'ai toujours été très touchée au cinéma. Je repense très petite à des films de sauter, par exemple, où des personnages qui finalement s'exprimaient peu, avec beaucoup de non-dits, ça me terrassait, ça me touchait énormément. Et encore aujourd'hui, quand je lis, quand je vais au cinéma, quand je regarde une série Netflix, je suis happée par les émotions. Ultra sensible. Alors c'est un mot qui est un petit peu à la mode. En tout cas, une sensibilité... Empathique. Oui, empathique, c'est sûr. Empathique. Donc tu fais un parcours classique d'études. Qu'est-ce que tu fais après ton bac? Alors j'ai fait des études de sciences politiques. J'ai fait Sciences Po. Je suis partie 2 ans pendant ma période Sciences Po à San Diego aux États-Unis pour étudier à UC San Diego. Et quand je suis rentrée, je suis venue à Paris faire des études, un DESS de marketing et communication. Donc là, finalement, tes rêves d'archéologie, d'avocate, de journaliste, on en est où? Tu rêves de quoi, là? On n'en est plus du tout là. On en est dans, poussé un peu par mon environnement familial, faire carrière. J'étais plutôt poussée vers ça, en fait. Carriériste. Mais quand même, je me suis... je ne vais pas dire révoltée parce que j'ai été tout à fait accompagnée là-dedans par ma famille, mais j'avais toujours cette idée de vivre une vie passionnée et passionnante. Et donc, je me suis dit, quels sont les milieux qui me font rêver, qui m'intéressent? La télé, le cinéma. Sur les bancs de la faculté, on sent que tu es ultra sensible. Tu n'aimes pas ce mot parce que tu trouves qu'il est à la mode, mais en fait, on a l'impression que tu as les oreilles ouvertes et... on va en parler parce que ça revient après dans ton roman. C'est sur les bancs de la fac, tu avais été saisi, bousculé par l'histoire de la révolution latino-américaine et particulièrement l'Uruguay, qui est un tout petit pays. Alors c'est rare d'entendre ça parce que c'est pas là où la révolution a été la plus. On aurait pu parler de Cuba ou de Chili. Et c'est étonnant que tu en parles. Alors ça me concerne évidemment parce que tout le monde sait que je suis uruguayenne, mais comment on t'a parlé de l'Uruguay et qu'est-ce qui t'avait frappé à ce moment-là? Alors, c'est mon professeur d'histoire contemporaine qui m'a dit c'est une dictature intéressante, tu devrais creuser un petit peu parce qu'effectivement, on parle beaucoup de l'Argentine, on parle du Chili, mais c'est un pays méconnu et c'est une dictature, une période de l'histoire qui peut aussi s'expliquer par les particularités liées à ce pays qui est un tout petit pays d'Amérique latine que je ne connaissais pas, que beaucoup de gens ne connaissent pas. J'étais bien incapable de le situer sur une carte à l'époque. Et effectivement, je me suis plongée dans l'histoire de ce pays, particulièrement la période des années 70 où il a été frappé, comme beaucoup de nations d'Amérique latine, par la dictature. Et ça m'a bouleversée. Ça m'a passionnée et bouleversée. Et notamment parce que... en faisant mes recherches, j'ai été confrontée à ce dont l'homme est capable, c'est-à-dire le pire,
parfois le meilleur aussi, mais j'ai lu beaucoup de témoignages, j'ai lu beaucoup de rapports d'Amnesty International qui décrivaient les conditions dans lesquelles les prisonniers étaient détenus, qui décrivaient le sort qui était réservé aux révolutionnaires, les Tupamaros. J'ai lu des livres, des récits de grands auteurs uruguayens, et j'ai été touchée. J'ai su à ce moment-là, ou en tout cas, là, ça a éveillé mon imaginaire. C'était très romanesque pour moi. Et j'ai su depuis ce moment-là qu'un jour, je ferais quelque chose de ces histoires que j'avais entendues. J'ai mis 25 ans, parce qu'entre-temps, la vie est passée par là et j'ai fait plein d'autres choses. Mais c'est resté en moi. Tu parlais aussi de la notion de ces réfugiés et du déclassement. Ça m'a touchée aussi. Comment c'est ce qui est surprenant, c'est une femme française sur les bancs de la fac parisienne, saisie par cette histoire et qui 25 ans après choisit dans son roman dont on va parler d'imaginer un personnage uruguayen et déclassé socialement. Et je trouve que c'est une expertise extrêmement fine et intelligente et surprenante, parce qu'il faut avoir une sacrée forme d'empathie pour comprendre sans connaître. Cette notion de déclassement, on t'en a parlé sur les bancs de la fac, ou c'est quelque chose que tu as intuitivement imaginé ? Alors, la notion, non pas de déclassement, mais d'exclusion sociale, c'est quelque chose que j'ai vécu non pas personnellement, mais parfois par mon entourage, mes amis, qui pouvaient être des amis étrangers ou d'origine étrangère, qui venaient étudier en France, et qui étaient confrontés parfois à la condescendance ou au racisme. C'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux, entendu, et qui m'a révoltée. Donc, qui a dû, là aussi, rester en moi et mûrir. Et quand j'ai travaillé sur mon roman, j'ai écouté énormément d'interviews, de podcasts, d'exilés. Et alors, spécifiquement, on parle là, et j'ai parlé dans mon roman des exilés latino-américains. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, c'était des gens qui étaient cultivés, des intellectuels. Les dictatures de tout pays et de tout temps ont peur des intellectuels, ont peur des gens qui maîtrisent les mots, la langue, les idées. Donc, c'est à ces gens-là qu'elles se sont attaquées en premier. Et donc, effectivement, j'ai entendu des choses sur leur parcours. C'était des gens qui avaient un métier, qui étaient professeurs à l'université, qui étaient juges, qui étaient journalistes, et qui se retrouvaient en France, en Europe ou aux États-Unis, mal considérés, déclassés socialement, sans argent, ne maîtrisant pas forcément la langue, en ayant laissé derrière eux leur culture, leur famille, leurs amis, en se sentant... Ils ont tous un point commun qui m'a aussi beaucoup touchée, au-delà du déclassement social, c'est la culpabilité. Ces gens sont des victimes, ils se sentent coupables. Ils ont tous ce même discours. Et on peut aller aussi au-delà de... Bien sûr, mon histoire se situe en partie en Uruguay et un des personnages principaux de l'histoire est un Uruguayen. Mais quand j'entends ce qui se passe en Syrie, ce que révèlent aujourd'hui les gens qui ont été enfermés dans les prisons syriennes, mais ce qui peut se passer aussi dans toutes les dictatures et dans tous les pays où il y a guerre ou crise, les récits sont les mêmes. Donc en fait, ça ne parle pas d'une situation spécifique, ça parle de l'humain. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est toi qui te dis avocate, ou tu ne savais pas très bien ce que tu voulais faire enfant, et finalement tu deviens étudiante à Paris avec cette envie d'être carriériste. Il y avait déjà cette lecture et cette notion de comprendre, d'approfondir, d'enquêter. Comme une journaliste. Le métier, les débuts, les rencontres, ça se passe à LCI. 12 ans d'LCI au sein du groupe TF1. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu faisais comme métier ? C'est tout de suite après la fac ? Alors, je suis rentrée en stage
Comme bien souvent. À la direction de la communication. Et dans le désir d'être journaliste. Non, c'est un peu le hasard. Je ne savais pas à l'époque ce que je voulais faire. Je voulais travailler dans les médias, cinéma, télévision. Je ne savais pas exactement. Je me cherchais un peu. Et puis j'ai eu l'opportunité de faire ce stage à la communication de LCI et ça a été une révélation. Je me suis retrouvée, je vais avoir 24 ans, 23 ans peut-être. Et là, et encore une fois, effectivement, je ne venais pas de ce milieu-là et je me suis retrouvée avec des grandes figures, des poids lourds du journalisme. Je ne sais pas si ça va parler à ceux qui nous écoutent, mais le président de la chaîne, c'était Étienne Moujotte, qui était aussi le patron de TF1, qui est une figure historique des médias en France, Patrick Lelay. Mon patron direct, c'était Jean-Claude Dacier, une des grandes voix d'Europe 1, à la grande époque d'Europe 1. Mon bureau était au milieu de la rédaction et ça bouillonnait. On vivait une aventure collective. C'était la seule chaîne d'infos en France à l'époque. On vivait une aventure incroyable. J'ai des souvenirs. On passait la nuit là-bas. Je me souviens du 11 septembre. Je me souviens exactement où j'étais, dans la rédaction, dans la régie. J'ai vu la façon dont les gens ont réagi, l'intelligence. L'intelligence. C'est ça qui t'intéresse toujours, j'ai l'impression. Cette quête de s'instruire, cette quête d'enquêter, cette quête de comprendre et d'aller plus loin. De progresser aussi. Ce stage, c'était en fin d'études, c'est ça ? Mm-hmm. Et jamais tu n'aurais imaginé faire carrière. Parce que 12 ans, c'est pas rien. C'est pas rien. J'ai beaucoup travaillé. J'ai toujours beaucoup travaillé de toute façon dans ma vie. Et ça paye. Et je travaillais, je prenais du plaisir, j'ai saisi les opportunités quand elles se sont présentées à moi et savoir saisir ces opportunités, c'est vraiment important. Quelle est la rencontre la plus déterminante que tu as eue ? J'en ai eu plusieurs. On parle de cette époque-là ? C'est Jean-Claude Dacier, mon patron. C'est un homme avec énormément de défauts. Il le sait, on le sait tous. Énormément de qualités, des qualités aussi grandes que ses défauts. Qui m'a fait confiance. Et il avait 60 ans quand je l'ai rencontré. Il m'a pris sous son aile. J'ai appris beaucoup de lui, de toute l'équipe, de ces grands journalistes, de ces grandes gueules, je pourrais peut-être même dire d'LCI. Moi, c'était pas... Un monde très masculin aussi. Un monde masculin et un monde où les femmes qui évoluaient dans ce monde étaient aussi de fortes personnalités. Et c'était pas mon modèle. Moi, je viens d'une famille où on s'accrie jamais, on se parle doucement. Quand on te demande comment était ta famille, tu dis simple. Ça m'a étonné ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire simple ? Dans tous les sens du terme, simple, sans histoire, simple où on parle, on se dit les choses. Douce. Douce. J'ai une maman très douce. Et en même temps, comme tout le monde, on a notre lot de complexité. Donc peut-être parfois je ne me rendais pas forcément compte en étant enfant et en grandissant, en étant confrontée justement à d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre, d'autres façons de faire. J'ai aussi pris conscience d'un certain nombre de choses, mais... En tout cas, je me suis retrouvée projetée dans un milieu qui n'était pas le mien, mais qui m'a énormément stimulée. 12 ans chez LCI, donc tu commences comme stagiaire, et puis tu évolues. C'était quoi ton job ? J'ai eu en fait, il se trouve que ma patronne de l'époque, qui était directrice de la communication, est partie 3 ans après. Donc, à peine 25 ans, 25-26 ans, je me suis retrouvée directrice de la communication de LCI. Ça consiste en quoi, ce job ?
C'est faire rayonner la chaîne et ses programmes et ses présentateurs sous toutes les formes. Sur quel type de support? C'était les relations presse, c'était les relations publiques, organiser des soirées, c'était des partenariats, ce qui me plaisait beaucoup, les partenariats culturels avec des films, avec des expositions, des musées, de l'opéra. Au cœur du monde culturel, en plein Paris, tu as développé un réseau juste extraordinaire. De gens qui ont commencé en même temps que moi aussi. On était ensemble à cette époque, stagiaires, jeunes journalistes, jeunes débutants, et on a grandi ensemble et on a créé des amitiés indéfectibles. Et au sein d'un groupe qui est un des groupes les plus influents. Combien de personnes on rencontre, qui rêvent d'être ou présentateurs ou chroniqueurs, qui rêvent d'intégrer un groupe de journalisme ou la télévision, M6, ça fait rêver. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ces jeunes étudiants qui rêvent de faire de la télé, qui rêvent d'avoir une chronique dans une émission ou leur propre émission en 2025? Qu'est-ce qu'il faut faire d'après toi? En 2025, comme en 2000, il faut bosser. Le premier truc à faire, c'est de bosser. Il faut travailler, il faut tout donner. Il faut tout donner et on est récompensé. Moi, c'est ce que je dis souvent aux jeunes. Est-ce qu'il faut faire des études? Si on veut être chroniqueur télé, qu'est-ce qu'il faut faire? T'en as vu passer des chroniqueurs télé. Je ne sais pas si je suis la bonne personne à qui il faut poser cette question parce que moi, je pense que dans tous les cas, il faut faire des études. Je pense que les études, j'ai adoré mes études. Ça m'a ouvert l'esprit. Je pense que plus on étudie, plus on apprend, plus on sait qu'on ne sait pas. Et c'est important de savoir qu'on ne sait pas. C'est important de savoir que la vie est complexe, que le monde est complexe et qu'on n'a pas les réponses à tout. Donc, moi, je pousse toujours les jeunes, mes enfants en premier lieu, mais ensuite tous les jeunes que je rencontre, je les pousse à faire des études, je les pousse à aller à l'étranger, je les pousse à ouvrir les yeux, les oreilles et l'esprit surtout. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as pris un peu la grosse tête? Parce que tu quittes Lille, tu quittes cette famille douce et tu te mets au cœur d'un brouhaha, d'effervescence, de sorties, d'invitations, parce que tout le monde veut passer sur LCI. Alors j'imagine des invitations au musée, au gala, etc. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as pris un peu la grosse tête? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a eu un moment, c'est sûr, où j'ai été dans un tourbillon. Et dans ce que tu décris très bien, mais aussi un tourbillon de travail. Moi, je suis une travailleuse, je suis une besogneuse. J'ai peur, j'ai des angoisses. Je pense que je ne vais pas y arriver. Donc, ma seule façon de combler ça, c'est de travailler plus que les autres peut-être. Ou en tout cas, je ne peux pas me comparer aux autres, mais en tout cas, de travailler beaucoup. C'est ce qui me rassure. Donc oui, peut-être parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que j'étais très prise, ma vie c'est devenu ça. Donc effectivement, peut-être que je rentrais plus tous les week-ends à Lille ou que j'ai avancé dans la vie. Mais est-ce que je pense que le fait d'avoir travaillé dans l'info et pas quand on à l'image, LCI, on est au service de l'info. Moi, j'ai toujours été au service de LCI, de ses présentateurs, de Jean-Claude Dacier dont je parlais. Je les mettais en avant. C'est pas moi qui étais... Tu n'as jamais eu envie d'être jamais à l'image? Jamais. À l'époque, en tout cas. Et puis, il y a cette rencontre avec une jeune femme qui travaillait dans une agence littéraire qui a été déterminante pour toi. Raconte-nous comment cette rencontre a changé ta vie. Alors, c'est une histoire incroyable pour moi, parce qu'effectivement, elle a changé ma vie. Pendant le confinement, j'ai eu l'idée d'une série Netflix que je voulais écrire. J'en ai parlé à un ami producteur qui m'a dit « Ah, mais je connais une jeune autrice qui pourrait peut-être t'aider à développer ta série. » Je rencontre cette jeune femme, on s'entend très bien, j'essaye de lui dire qu'il faut qu'elle vienne travailler avec moi et qu'on développe ça ensemble. Et puis un jour, vraiment au détour d'une conversation, je lui dis mais tu sais, sinon j'ai une autre idée, j'ai une idée de roman. Elle me dit « Ah bon, mais envoie-moi ton pitch. »
Alors, je me dépêche d'écrire quelques pages, je lui envoie et elle me répond d'une autre adresse email en me disant « Écoute Laetitia, c'est pas anodin que je te réponde de cette adresse-là parce qu'en fait, on n'en a jamais parlé, mais je ne suis pas qu'autrice. Je travaille dans une très grande agence littéraire, la plus grande agence, l'agence de Susanna Lea. » Donc, elle m'a encouragée, elle m'a poussée, elle m'a dit « Écoute, tu dois écrire ce roman. Ce que je te propose de faire, c'est d'écrire chapitre après chapitre, de me les envoyer et si à la fin on a un manuscrit, on le présentera à cette grande agente. » Donc, ça, quelque part, c'est elle qui m'a ouvert la porte. Elle m'a autorisée à écrire. Alors ça, c'est très intéressant. Tu parles de Susanna Lea. Pour tous ceux qui veulent écrire un livre, c'est la grande tendance aussi, écrire des livres. C'est vertigineux aussi parce que Amazon propose que tu envoies un texte et ils te le réécrivent. Tout ça est relativement vertigineux. Alors, je ne sais pas si c'est une grande tendance ou si c'est une grande envie. Parce que quand j'en parle autour de moi, je rencontre de plus en plus de personnes, des lecteurs qui viennent me voir dans les salons, dans les rencontres chez les libraires, ou des amis même qui me disent tous « Ah, mais je ne savais pas que tu écrivais ». Quand je leur ai dit « Ça y est, je sors mon premier roman », ils me disaient « Ah bon, mais tu écrivais ?» Parce que c'est vrai que je n'ai jamais rien dit à personne. Je n'osais pas, je ne me sentais pas légitime, j'avais peur de ne pas y arriver. Je ne disais rien, je n'en parlais pas. Puis un jour, j'ai fait un post sur mon compte Instagram et j'ai dit « Voilà, c'est un grand jour aujourd'hui. Mon premier roman va être publié dans 6 mois. » C'était quelque temps après avoir signé avec mon éditeur. Rappelle la maison d'édition. Robert Laffont. Robert Laffont, une des plus grandes maisons d'édition. Avec tout ce que ça implique comme noblesse. Robert Laffont, c'est une des plus grandes et anciennes maisons d'édition. Justement, quand on a envie d'écrire un livre... il faut commencer par quoi? Un sujet, parce que souvent on nous dit il faut envoyer une note d'intention, alors tu vas être une aide, tu vas avoir un auteur qui va écrire pour toi, ou quelqu'un qui va corriger. Toi, tu as écrit le livre. Ah, de A à Z. J'ai écrit le livre de A à Z. Bien sûr. Quand j'ai rencontré... Quand Susanna Lea m'a proposé finalement d'être mon agente parce qu'elle avait aimé le manuscrit, je te vois faire un grand sourire, mais effectivement, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Quand je suis rentrée dans son bureau, qu'elle s'est assise devant moi et qu'elle m'a dit « J'ai adoré votre roman », là, c'était la joie. Et ensuite, elle a proposé le manuscrit à plusieurs éditeurs. On a reçu quelques offres et j'ai choisi de travailler avec Robert Laffont. Et là, avec mon éditrice... Tu as choisi de travailler avec... J'ai eu le luxe, la chance énorme de pouvoir travailler, d'avoir le choix. Et j'ai rencontré mon éditrice, Alice Dandinier, que j'ai trouvée passionnante et très intéressante et qui m'a dit... on veut travailler avec vous, mais on pense qu'il faut retravailler quelques passages du livre et quelques chapitres. Bien sûr, j'ai dit oui. Et pour répondre à ta question, est-ce que je l'ai écrit? Oui, je l'ai écrit toute seule, mais j'ai été accompagnée au cours de mon chemin, et notamment par mes éditrices qui m'ont demandé de renforcer quelques traits de caractère de l'un, quelques passages ici ou là. Et donc, c'est ce qui a permis d'aboutir au manuscrit final. Et c'est comme ça que ton roman est publié en ce début d'année 2025, L'amour et autres mensonges. Quel beau titre. Un livre, un roman qui explore les thèmes des secrets de famille, de la quête d'identité. Un livre délicieux sur... Il y a beaucoup de sujets. Comment tu as été inspirée par cette histoire? Tu as enquêté sur des histoires de famille, on y parle secret, on y parle trahison, on y parle amour, on rencontre cet Uruguayen, Luis. Il y a beaucoup de sujets, de thématiques dans ce roman, effectivement. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, encore une fois, en ce moment, je rencontre beaucoup de lecteurs et je vois bien que chacun va y puiser ce qui lui parle.
Alors certains vont venir me voir en me disant moi j'ai pas connu mes parents, ça m'a beaucoup parlé. D'autres vont me dire je sais ce que c'est le déclassement social, je sais ce que c'est l'exil, ma mère était polonaise, on est arrivé en France, on n'avait plus rien. D'autres vont me dire vous m'avez fait beaucoup réfléchir sur le couple. Donc c'est intéressant effectivement de voir que le livre maintenant ne m'appartient plus et il vit sa vie auprès de chacun des lecteurs et parfois de manière différente. Comme on le disait, le point de départ pour moi dans ma réflexion artistique, ça a été d'abord l'Uruguay, l'exil, qui m'a beaucoup inspirée. Et puis, je pense que j'aurais pas été capable d'écrire ce livre il y a 25 ans finalement. Il arrive à point. Il arrive à un moment où peut-être j'ai mûri, où j'ai entendu beaucoup d'histoires, où la vie est passée par là et m'a permis d'aborder tous ces thèmes du grand amour, du mensonge, de la recherche des origines, des secrets de famille. De la place des femmes, qui est centrale également dans ton roman en 2025, dans un moment où on a l'impression que toutes les femmes... Moi, je lutte au quotidien pour ne pas sombrer dans le féminisme. Je ne veux pas devenir féministe, mais cette question de la place des femmes... Alors moi, à l'inverse, j'ai toujours été féministe. Et je pense qu'être féministe, c'est pas un gros mot. Et féministe, pour moi, dans ma version douce du féminisme, c'est douce, alors. C'est pas être contre les hommes, pas du tout. C'est reconnaître et admettre, sans tomber dans des excès, que les femmes, depuis 2000 ans, ont été dominées et ont été essentialisées en tant que femmes. Et moi, je suis très contente de tout ce mouvement de libération de la parole. Ça ne veut pas dire qu'il faut caricaturer les hommes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aimer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus parler, ça veut juste dire qu'il y avait des choses inacceptables avant et que nous, tous, en tant que société, on ne s'en rendait pas forcément compte. Et je suis contente aujourd'hui qu'on s'en soit rendu compte. Donc le féminisme, d'après toi, n'implique pas... on peut être douce et féministe, on peut aimer les hommes et être féministe. Ah, absolument. Et justement, et d'ailleurs, moi, je pense je pense même que ma mère se disait féministe, que moi, je me suis dit féministe il y a très longtemps, mais encore une fois, c'est même pas une revendication. Ni un combat, ou c'est un combat? C'est peut-être un combat quotidien. C'est peut-être un combat quotidien, et en même temps, j'ai baissé les bras sur plein de choses, mais moi, quand je vais dans un dîner, et ça m'arrive tout le temps, et qu'à la fin du repas, il n'y a que les femmes qui se lèvent pour débarrasser la table, et je le fais, je me lève, et je les laisse parler, les hommes. Mais en fait, ça me révolte, et pourtant je l'ai accepté, je le fais. Mais je monte pas sur la table en criant et en les insultant tous, mais je le remarque. Moi, je suis aussi fatiguée qu'eux. Mes copines qui sont là, elles travaillent aussi autant que les hommes. Et pourquoi c'est nous qui nous levons pour débarrasser ? Je ne sais pas, mais on le fait toutes. Tu as également écrit des chansons pour des artistes comme Kalema ou Aurélien Vivos. Comment ça c'est venu, ça ? Ça aussi, c'est une histoire de rencontre. En fait, la vie, c'est ça. Hein. Provoquer des rencontres. ou les accepter, les embrasser. Je travaille avec un artiste qui s'appelle Richard Orlinski. Et, le sculpteur. Le sculpteur. Tu travailles. Je m'occupe avec lui de son développement en France, à l'étranger, à l'international, avec les galeries. Et Richard est passionné de musique et il a un studio qui est dirigé par un grand artiste, musicien, compositeur, interprète qui s'appelle John Maman et toute une équipe de jeunes musiciens talentueux. Et un jour, rougissante, j'ai appelé John en lui disant « J'ai vu que vous recherchiez des auteurs, tu sais, moi aussi, parfois, j'écris, j'aime écrire. » Il m'a dit « Oui, mais vas-y, envoie un texte. » Et j'ai commencé à lui envoyer quelques textes. Et puis un jour, il m'a dit « Mais ce texte est magnifique, on va l'enregistrer. » Ils l'ont enregistré. Et alors là, pareil,
une source d'émotion incroyable. La première fois que j'ai entendu un de mes textes chanter, ils avaient composé une mélodie pour ce texte, c'était très émouvant, j'en ai presque pleuré. Quand on t'entend, on a l'impression que tout est tellement doux. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es sentie fragilisée, où tu t'es dit je suis pas dans mon monde parce que je suis une Lilloise qui toi qui rêvais d'être archéologue, est-ce qu'il y a eu des moments où tu te dis ok, je rentre à Lille, c'est pas ma place? Ah, pas du tout. Jamais. J'adore mon monde, j'adore mon milieu. Mon milieu, il est multiple d'ailleurs, mais j'adore ce monde des médias, ce monde de la culture, ce monde artistique. Je rencontre des gens passionnants, des gens intéressants, des gens parfois moins intéressants, des gens parfois imbus d'eux-mêmes, mais je me concentre sur ceux qui m'éveillent, qui m'élèvent, qui m'intéressent. 2012, tu quittes Paris et son effervescence pour partir dans le sud de la France. Comment ce changement de cadre a-t-il influencé ta créativité? Si cela a eu une influence. C'est une bonne question parce que ça a eu une influence, effectivement. Je suis arrivée en Provence et j'ai été émerveillée et surprise, je dois l'admettre, par la créativité ambiante et par la beauté ambiante. Tout est beau. Là où j'habite, tout est beau, tout sent bon, les volets sont beaux, les ruelles sont belles, la nature est belle. Tout m'a inspirée. Et d'ailleurs, j'ai créé assez rapidement une marque de senteur provençal qui s'appelle Love in Saint-Rémy. Love in Saint-Rémy. Exactement. Okay. Des bougies parfumées, des senteurs de Provence, diffuseurs de parfums divers et variés. Et je me suis rendu compte il y a assez peu de temps qu'en fait, c'est pas anodin parce que ça a été un premier pas vers la création. C'est-à-dire que pour la première fois, je me suis autorisée à créer quelque chose moi-même et à y mettre ma sensibilité et mon regard, ma vision des choses. Qu'est-ce que c'est? Raconte-nous cette marque. Ce sont quoi, des parfums? Des bougies. Alors, je crée les parfums avec. C'est pas moi qui. Je travaille avec un nez, à ce qu'on appelle un nez, c'est-à-dire un spécialiste de la création des parfums à Grasse, qui est la capitale des senteurs. Et j'y mets... Mon idée, j'étais tellement heureuse. C'était une période de ma vie très heureuse. Contrairement à ce qu'on m'avait prédit, tout le monde m'avait dit, tu vas quitter Paris, tu as une vie tellement trépidante, tu vas t'ennuyer là-bas. Bon, c'est aussi la période où j'ai fait mes 2 enfants. Qu'est-ce qui t'a poussée justement à partir? Tu saturais de Paris? Non, pas du tout. J'ai suivi mon mari qui aller travailler à Marseille et il fallait qu'on aille dans le sud et on avait choisi Saint-Rémy-de-Provence. Et tu as découvert une douceur de vie, j'imagine. Une qualité de vie incroyable, mais encore une fois, une créativité. Une créativité. Tu vas chez la fromagère, elle te fait des plateaux de fromage avec des fleurs de la garrigue, avec du thym, du romarin, ça sent bon, c'est beau. Tu vas ensuite dans un restaurant, il y a une créativité culinaire incroyable. Puis je sais pas, peut-être la maternité aussi, peut-être le fait du coup de ne plus travailler, de ne plus être dans ce tourbillon médiatique, culturel, parisien. Je me suis posée et là j'ai eu envie de créer. Et donc j'ai créé cette marque. C'était aussi une envie que j'avais depuis très longtemps, mais là aussi je ne me l'autorisais pas. Je me disais tout existe, tout a été fait, qu'est-ce que je vais apporter de plus? Et puis un jour j'ai arrêté de me poser cette question, j'ai créé ma marque, j'y ai mis tout l'amour que j'avais pour la Provence, que j'avais envie de transmettre aux autres. Parce qu'une bougie, c'est pas anodin. Une bougie, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est la convivialité. Oui, donc, la fragrance a une incidence sur nos émotions. Quand on t'entend, tu n'es que transmission, tu n'es que authenticité, et puis une grande inspiration pour aller au-delà des émotions et de la transmission. C'est assez... et c'est ce que tu dégages dans toutes tes interviews, et c'est pour ça que ton livre donne envie à découvrir.
Quand on veut lancer une marque, tu te dis, c'est pas possible, ça existe déjà. C'est vrai que des parfums, il y en a, et des bougies. Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on se dit? Tu vas à Grasse? Ah, j'ai pris ma voiture, j'ai fait le tour de tous les fabricants de bougies du sud de la France. Je voulais que ce soit made in Provence. Je pense qu'il faut aussi déjà savoir ce qu'on veut dire. On se lance pas comme ça par... Il faut toujours raconter une histoire. Alors, il faut toujours raconter, il faut avoir une histoire à raconter. C'est-à-dire que ça ne doit pas être quelque chose de fabriqué de raconter l'histoire. Non, moi, j'arrivais là, je suis tombée amoureuse de la Provence et j'ai envie de transmettre ce bien-être que j'ai ressenti aux autres. Le médium que j'ai trouvé, c'était cette marque et ces bougies. Tu me posais la question tout à l'heure de qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes qui veulent être journalistes ou qui veulent travailler dans les médias. Je pense aussi, et ça moi on ne me l'a pas appris, et peut-être que c'est la maturité qui fait que, ou l'expérience qui fait que je vais vers ça aujourd'hui. Il faut vraiment être authentique, il faut être soi-même, il faut cultiver qui on est. C'est tellement difficile, se connecter à soi. Aller chercher. C'est un chemin. Une sacrée estime de soi, finalement. C'est ce qu'il semble qu'il faut avoir, au-delà de la confiance. D'où elle te vient, cette estime? Tu l'as toujours eue? Alors, je ne sais pas si j'ai une estime de soi, de moi. Je ne sais pas. Moi, j'ai peur. J'ai peur. Tu me disais parfois, tout à l'heure, tu m'as dit, est-ce que parfois tu as voulu tout lâcher et rentrer chez toi à Lille? Là, ma réponse a été non. Mais je pensais que ta question allait être, est-ce que parfois, tu crois que tu n'es pas faite pour ça, que tu ne vas pas y arriver? Oui, encore la semaine dernière, j'écrivais une chanson. Je n'y arrivais pas, j'avais envie de tout casser chez moi et de tout arrêter. Je me disais, mais comment, pourquoi j'ai voulu écrire des chansons? Pourquoi? Pendant que j'écrivais mon roman, je suis passée par des hauts et des bas. C'était les montagnes russes à l'intérieur de moi. Les jours où je trouvais le bon mot, la bonne chute, la bonne phrase, j'étais aux anges. Mais la plupart du temps, j'étais au fond du trou parce que je n'y arrivais pas, parce que je me disais, mais comment j'ai pu avoir la prétention de croire que j'allais y arriver? Donc, je ne sais pas si je leur souhaite l'estime de soi, mais elle est pas facile à... Ça se travaille, c'est quelque chose qui se travaille. S'il y avait un moment de ta vie que tu pouvais revivre, jusqu'où tu remonterais le temps? Est-ce qu'il y a un moment spécial? Non, c'est difficile comme question. Non, il n'y a pas un moment... Je pense que j'ai cette grande chance et cette grande capacité au bonheur et donc et surtout à embrasser les petits bonheurs de la vie qui font que là j'ai plein de moments heureux qui se bousculent dans ma tête quand tu me poses cette question. Ce qui est rigolo, c'est ton roman qui a été publié en début d'année, L'amour et autres mensonges, t'a mis au devant de la scène. Tu as été médiatisée, invitée, les plateaux télé, toi qui avais été derrière. Quel exercice? Ça n'a pas dû être difficile, enfin ça n'a pas dû être facile, plutôt difficile. Tu as eu un coach, quelqu'un qui t'a aidé? Non, ça a été difficile. Ça a été très difficile, effectivement, parce que toute ma vie, j'ai été dans l'ombre. J'étais derrière et je poussais les autres. Et c'est pas du tout la même chose. T'as beau donner les meilleurs conseils du monde à celui qui doit être sur le devant de la scène, c'est pas pareil que d'y être soi-même. Ça a été difficile. Et je dois dire que je suis assez contente parce que je me suis dépassée moi-même et j'y trouve maintenant plaisir. Le dépassement de soi. Alors Laetitia, en 2025, qui est-elle? Une autrice? Oui, je suis une autrice. Oui, ça me fait encore, c'est encore difficile à dire parfois, et ça me fait encore plaisir de le dire. Oui, je suis une autrice et je suis surtout une femme qui a envie de continuer à créer et qui a les chakras ouverts. Ça a ouvert, c'est comme si j'avais ouvert une porte qui en ouvre une autre, qui en ouvre une autre, et j'ai élargi mon champ des possibles et c'est beau. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille, la ch'ti, celle qui grandit à Lille,
et qui rêve d'ailleurs et qui sait qu'elle partira de Lille? Je lui dirais, ce qu'on se disait tout à l'heure ensemble, je lui dirais, va vers toi. Tu peux te faire confiance, premièrement, et deuxièmement, tu as le droit d'avoir des choses à dire. Merci Laetitia. L'amour et autres mensonges chez Robert Laffont. Merci et à très bientôt. Merci à toi.